l'urne funéraire du patriote, Chénier. Une saga sacrilège. Une expédition militaire punitive sur Saint-Eustache. Pourquoi ? Cette répression est la réponse de la couronne britannique, aux députés canadiens, pour mettre fin au projet de réforme de la démocratie de façade, accordé aux Canadiens, en échange de leur neutralité, lors de la révolte des 13 colonies britanniques. Le général britannique, John Colborne, croit asservir les Canadiens par une sévère répression, mais Chénier ternit sa gloire militaire. Déchaîné par la résistance du petit groupe de Chénier, il ordonne à ses hommes de s'attaquer à sa dépouille. Vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire. Une défaite après une glorieuse résistance a en soi une valeur spirituelle qui rend possible des redressements futurs. Le journal L'Étendard, du 20 juin 1893, dit que les soldats britanniques avaient enfoui Chénier, dans un champ vague, aux alentours du village de Saint-Eustache. Au printemps, l'accès au cimetière rétabli, son épouse, Zéphirine Labrie, avec le concours du fossoyeur Basile Charon, va exhumer le corps du patriote, de son lieu affligeant, pour le déposer dans un cercueil. Le curé Paquin lui refuse l'accès au cimetière sacré de la paroisse. Elle est contrainte d'inhumer son corps dans le cimetière, désacralisé, des enfants sans baptême. En 1842, en souvenir des patriotes déportés, Antoine Guérin-Lajoie compose une chanson au collège de Nicolet, un Canadien errant. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Parcourait en pleurant des pays étrangers. En 1852, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal veut ériger un monument au nouveau cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour rendre hommage à Ludger Duvernay et ses compagnons. En 1853, un deuxième groupe, les membres de l'Institut canadien, veut ériger 3 monuments pour rendre hommage aux patriotes. Le premier à Saint-Denis, ensuite à Montréal et finalement à Saint-Eustache. En 1854, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges ouvre ses portes. 2 monuments prestigieux, en mémoire des victimes de la répression de 1837 et 38, sont en chantier. Controverse. Monseigneur Ignace Bourget intervient pour censurer les épitaphes du monument de l'Institut canadien. Le docteur David Marcil tente d'ériger un monument pour honorer la mémoire de Chénier, à Saint-Eustache, mais les revenus de la levée de fonds sont détournés par le curé Guyon et le seigneur Globensky. On utilise la collecte pour honorer le curé Paquin. La plaque commémorative que vous voyez est celle qui a été érigée avec l'argent, qui allait servir à rendre hommage au patriote Chénier. Elle est située actuellement sur le mur à l'arrière de l'église, côté droit. Emilien Globensky écrit sa version de la bataille de Saint-Eustache. Suivra le volume de l'historien David, qui fera une analyse de ce conflit. En 1884, le journaliste Laurent-Olivier David réhabilite la mémoire de Jean-Olivier Chénier,
en publiant un volume intitulé « Les Patriotes de 1837 ». Globensky est ennuyé par les avancées que David formule dans son volume. Il répond à son détracteur dans un deuxième volume plus quérulent. David devient président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, en 1888. Il a maintenant le pouvoir de cette grande société pour honorer le grand patriote. Marcil et un directeur de la Saint-Jean-Baptiste de Montréal, J.X. Perrault, veulent profiter de la commémoration annuelle des présidents décédés, qui a lieu en juin, au cimetière de la Côte-des-Neiges, pour inhumer les restes du patriote Chénier. Des funérailles virtuelles. La translation des restes du patriote Chénier avait-elle été prévue par l'Institut canadien? Une épitaphe, côté nord du monument, indiquant sa sépulture à Montréal, fait partie intégrante du monument. Le projet inachevé du monument funéraire que l'Institut canadien, mis en chantier en 1858, refait surface, lors de l'annonce des décès des patriotes, le pailleur et prieur, qui seront inhumés discrètement, sous le tumulus de l'Institut canadien. Cette nouvelle donne de nouveaux espoirs à Marcil, qui est mis au fait de ce lieu funéraire, construit sur mesure pour Chénier. Marcil va à la rencontre de son ami David et ils conviennent que le temps est venu d'inhumer Chénier dans son lieu de sépulture de la Côte-des-Neiges. Ils vont jumeler l'inhumation du patriote à la cérémonie de commémoration des anciens présidents, qui est prévue pour le 21 juin 1891. F.X. Perrault, un directeur de la Société Saint-Jean-Baptiste, demande à l'archevêché d'accorder à la famille Chénier le même privilège que les familles, prieur et le pailleur, celui d'inhumer Chénier sous le monument de l'Institut canadien, au cimetière Côte-des-Neiges. L'évêché accepte la demande de Perrault. Le docteur Marcil fait appel à la greffe du notaire fauteux pour authentifier toutes les étapes de l'exhumation du patriote Chénier. Le docteur Marcil, sous les directives des fossoyeurs Basile Charon, exhume les restes de Chénier et les dépose dans une urne importée de France, destinée à être enterrée, à Montréal, dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il s'entoure de sympathisants pour former un groupement de la SSJBM à Saint-Eustache. La nouvelle de l'inhumation du grand patriote est bien accueillie par la population de Montréal, mais le tam-tam médiatique autour de l'événement suscite de vieux antagonismes chez les familles choyennes qui exercent des pressions sur Monseigneur Fabre. La veille de l'événement, David a l'audace de provoquer les choyens, il publie une lettre dans le journal La Patrie et dit « Dimanche prochain, le peuple sera-t-il pour Chénier ou Globensky ?» Dimanche, 21 juin, selon une déclaration du maire de Montréal, James McShane, 100 000 personnes se sont massées en bordure des rues à Montréal pour accueillir leur héros. L'île de Montréal comptait un peu plus de 200 000 citoyens à cette époque. On se préparait à accueillir le patriote, comme on accueille, aujourd'hui, les grandes vedettes sportives. Les journaux se polarisent, le journal Le Monde sème le doute sur la véracité des restes de Chénier, la Minerve croit que cette affaire va provoquer une scission à la Société Saint-Jean-Baptiste. Le 21 juin, la délégation du Nord arrive à Montréal, mais, une grande surprise attend la foule, Chénier n'est pas au rendez-vous. Un long murmure de consternation et de colère se relaie au sein de la foule, massés en bordure des routes. Au cimetière, on aperçoit des jeunes juchés dans les arbres et sur les toits des chapelles, une foule dense se masse autour de l'estrade pour entendre les explications des organisateurs. Marcil explique les raisons de l'absence des restes de Chénier. Hier, vers midi, j'ai reçu un courrier d'urgence de J.X. Perrault, qui, après avoir discuté avec Monseigneur Fabre, avait pris sur lui-même de me convaincre de laisser les restes de Chénier à la maison. La foule se relayait le message et des cris de honte résonnaient à travers le Mont-Royal. Marcil ajouta, « Messieurs, nous n'avons pas de censure à prononcer et nous devons accepter dignement le jugement rendu. Attendons patiemment et dignement, avant longtemps cette affaire-là sera éclairée. » Le président Hello David, impressionné par la taille relative de cette foule, leur dit « Je voudrais savoir si en ce moment les gens suivraient Chénier ou Globensky. » Fondateur de l'écomusée de l'au-delà, Alain Tremblay, est convaincu que la plupart des restes des patriotes pendus, à la prison du pied du courant, en 1839, dorment dans le caveau. Les restes auraient été transportés à l'insu de l'église. On peut apercevoir le monument de l'Institut canadien, en regardant dans le haut de l'écran, au-dessus de la voûte du caveau.
Cette journée mémorable aura suscité plusieurs questions dans les journaux. Pourquoi l'église était plus tolérante à l'endroit de Chénier en 1866 qu'en 1891? L'explication, publiée en filigrane dans les journaux, est l'affaire Guibord. Cette affaire d'une ampleur insoupçonnée, força l'église dans ses derniers retranchements. La veuve Guibord s'était fait refuser l'accès au cimetière de la Côte-des-Neiges, dans le but d'inhumer son époux, un typographe de l'Institut canadien, excommunié par Bourget. L'affaire qui avait duré plusieurs années, avait terni l'image de l'église. Fabre craignait une répétition de cette affaire. L'évêque de Montréal, un descendant de famille de patriotes, avait une version réaliste de la société. Il était d'avis que l'église devait abandonner les directives rigides. Si l'inhumation des restes de Chénier avait suivi le même cours que ceux de Le Pailleur et Prieur, c'est-à-dire, de façon discrète, Fabre ne serait pas intervenu, ce qui explique son intervention de la 11e heure. Marcil revient à Saint-Eustache avec l'espoir que l'archevêché fera appel à Rome. Entre-temps, avec l'aide du Premier ministre Mercier et le fils Papineau, Marcil travaille à faire ériger un monument à la mémoire de Chénier, en plein centre-ville de Montréal. Un monument à la mémoire de Chénier, à Montréal. Marcil persiste et fonde le Club Chénier, sous la présidence d'honneur du Premier ministre Honoré Mercier. Le docteur Marcil fait un pied de nez au clergé. Un monument à la mémoire de Chénier, à Montréal, est érigé sur un terrain appartenant à la famille Papineau, avec l'aide financière de donateurs, dont Amédée Papineau, un protestant disciple de l'apostat, Chiniki. La campagne de réhabilitation du patriote Chénier n'aura pas été vaine. Si l'Église lui a barré la route, la population l'a appuyé, lors de l'érection du monument Chénier à Montréal. Il aliénera l'urne à son fils, Tancrède. Le médecin conseiller législatif, David Marcil, 1835 à 1899, repose avec le grand patriote, Jean-Olivier Chénier, dans le cimetière de Saint-Eustache. En 1923, Tancrède, avec le concours du sculpteur, Alfred Laliberté, publie une photo de la maquette d'un monument à la gloire des patriotes. Il s'adresse aux élus du comté des Deux-Montagnes pour les sensibiliser à ce projet. Il demande à l'évêque de Montréal de reprendre les démarches pour absoudre Chénier de sa peine canonique. L'évêque lui répondit qu'il ne pouvait faire mieux que ses prédécesseurs, pour gracier ce pénitent de son mandement à caractère historique. Il reçoit peu d'appui pour l'érection du monument ébauché. En réponse au refus du clergé, l'urne funéraire se retrouve dans les chambres fortes du Joyer Birks de Montréal, pour les 30 prochaines années. En 1937, les citoyens du comté des Deux-Montagnes, sous la présidence mixte des maires Henri Chaurette de Saint-Eustache et Pétrus Fortier de Sainte-Scolastique, célèbrent le 100e anniversaire de la répression britannique. Marcil reçoit une invitation de la section Jean-Olivier Chénier de Saint-Eustache. Cette année centenaire semblait l'année propice pour régler cette affaire. Marcil, enthousiasmé, demanda à son ami Henri Bourassa d'intervenir auprès des autorités religieuses afin de régler le sort de Chénier. Étonnamment, Bourassa choisit sa fibre ultramontaine pour critiquer, dans un virulent discours au plateau, l'effort des patriotes. Stupéfait par la prestation de son mentor, Marcil décida de trouver de nouveaux appuis, en publiant l'histoire de l'urne dans plusieurs journaux. Ces articles resteront lettres mortes. En 1954, quelques mois avant sa mort, il demanda à son gendre, Jean Massicotte, d'aller récupérer l'urne entreposée, chez Birck, et la transférer au monument national. La peine canonique de Chénier sera abolie grâce à l'esprit d'initiative de Claude-Henri Grignon, qui, à l'approche du 150e anniversaire, finalisera, auprès des autorités religieuses, les démarches infructueuses de David Marcil et son fils, Tancrède. Finalement en juin 1987, 150 ans plus tard, Chénier aura droit des funérailles dignes d'un chef d'État. L'évêque du diocèse, Monseigneur Valois, célébrera les funérailles, pour être finalement inhumé en grande pompe dans le cimetière de Saint-Eustache. Maintenant, Riel et Chénier, vous dormez
cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant brillait le chénier, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle